Quart d'heure techno. Les ondes de choc du progrès se rapprochent de nous. Mais tout cela, c'est déjà dépassé. Revenge of the Nerds. Les jeux vidéo sont partout. Alors quel est le rapport entre la chanson et la micro-informatique? Je vois pas tellement a priori moi. Car un beau jour, il y a eu la révolution. Amiga 500. Quart d'heure techno avec Mathieu Roy. Et directement des studios d'Ubisoft Montréal avec le PDG des studios d'Ubisoft Canada, Yanis Malat. Merci de me recevoir. Merci Mathieu, merci d'être là. Ton histoire avec Ubisoft, ça commence quand exactement? Ça commence tout juste à la sortie de mon MBA à HEC. Que j'avais ressenti le besoin de faire pour avoir au moins la légitimité d'aller frapper à la porte d'une entreprise qui s'installait dans laquelle je voulais travailler, parce que mon background était complètement aux antipodes de ça. Et ça a commencé en septembre 99, parce que là j'ai commencé à envoyer mon CV, à vouloir passer des entrevues, puis là ils étaient intéressés justement grâce à mon ancienne expertise qui, selon moi, au départ était plutôt au contraire un frein. C'était quoi? Oh, écoute, je faisais de l'agroalimentaire en Afrique de l'Ouest. Je travaillais avec des organisations villageoises, des ONG. Tu sais, j'étais comme aux antipodes là du jeu vidéo. Puis moi, je me dis, my God, jamais ils me prendront avec un CV comme ça. Fait que je suis allé faire un MBA. Puis finalement, de fil en aiguille, à la première entrevue, le truc qui a retenu l'attention de la personne, c'était justement cette expérience-là. Fait que tout de suite, ça m'a donné la confirmation que Ubisoft n'était pas une boîte comme les autres, puis qu'on recherchait des profils atypiques. Fait que bon, ça a bien été. N'empêche que ça a été assez long, puisque pendant 4 mois, ils m'ont fait faire 7-8 entrevues. Ils savaient pas trop quoi faire de moi, mais je pense qu'ils voulaient quand même que je les rejoigne. Puis finalement, mon premier jour, ça a été le 5 janvier 2000. Producteur third party, donc producteur responsable des développements tiers. Autrement dit, j'agissais à titre de producteur pour l'éditeur qu'est Ubisoft, mais le développement lui-même des jeux était confié à des développeurs externes avec qui on travaillait par contrat. Puis pourquoi Ubisoft, il y avait ce magnétisme pour quelqu'un qui arrivait de l'agroalimentaire africain, hein? Ouais, c'est vrai, écoute, tu sais, je veux dire, je le cache pas, j'ai fait une grande partie de ma vie en France, je suis d'origine française, donc à l'époque où les jeux vidéo commençaient un petit peu à sortir de l'ordinaire, ça commençait à peut-être pas s'imposer, faut pas exagérer, mais chez les jeunes, on jouait aux jeux d'arcade, etc. Puis il y avait les premières publications qui sortaient comme Tilt Magazine ou des trucs comme ça. Je me souviens notamment d'un fascicule dans un hebdomadaire, dans un mensuel qui s'appelait Jeux et stratégie. Et à la toute fin, il y avait quelques pages reliées aux jeux vidéo. C'était super intéressant. Fait que moi, voilà, Ubisoft, le nom était passé, les jeux zombies, etc. Puis ça a tilté lorsque Ubisoft s'est installé ici. Moi, j'avais pas fini encore, tu vois, mon MBA. Puis voilà, c'est ça, c'est que ça m'a marqué. Ben, est-ce que il y a des jeux vidéo qui, dans ta vie, t'ont marqué aussi, ou est-ce que tu te rappelles un peu de la première fois où t'as fait, OK, là, je joue à travers ma télé, un écran, là, quelque chose. Hein. Ouais, il y a des jeux vidéo qui m'ont marqué. Je pense notamment à Dungeon Master. Je pense à Barbarian. Je pense évidemment aussi à Test Drive, que j'ai joué longtemps. Je pense à Sentinel. Sentinel, un jeu fabuleux qui a d'ailleurs été développé par Mark Cerny. OK. Aujourd'hui, Mark Cerny, c'est l'architecte de la PlayStation pour Sony. C'est aussi celui qui a fondé les Ratchet & Clank de ce monde, entre autres. Marble Madness, lui aussi. Tout plein de jeux, presque des jeux cultes en fait. Et bon, voilà, à l'époque sur mon Atari 520, je m'en allais craquer les versions pour avoir les jeux, parce qu'à l'époque c'est ça qu'on faisait. Ça. Donc il y avait tout le temps cette portion un peu nerd ou geek là, qui était là malgré ton champ scolaire en guillemets. Ouais, en fait il y a eu dès les premiers moments avec le médium, il y a eu une fascination de déceler un potentiel jamais vu auparavant en termes et en fait cette interactivité là, elle m'a profondément marqué. Tu sais, c'est l'époque où nous à cet âge-là, tu sais, j'avais 10 ans, on passait un peu nos mercredis en France à l'école, il y a pas d'école, tu passais un peu dans la télé. Mais là, de voir que il y a une interactivité, puis que le jeu répond, puis que le programme répond, et ça m'a profondément marqué. Et c'est comme si j'avais décelé que c'était
quelque chose de très 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 puissant avec lequel on allait pouvoir s'exprimer. Et ça m'a beaucoup marqué. Après ça, la vie m'a emmené ailleurs, mais quand Ubisoft s'est installé et que moi j'étais dans la même ville, je me suis dit OK, c'est sûr que faut que j'aille là-dedans. Puis dans les premières années d'emploi chez Ubisoft, est-ce qu'il y a eu un moment significatif où tu t'es dit je pense que je vais faire une vingtaine d'années, je pense être ici pour un bout de temps? Oh, jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est-à-dire que c'est pas comme ça que ça se passe, tu sais, c'est parce que là on est bientôt 20 ans plus tard, puis on post-rationalise, mais la vie c'est des moments présents qui s'accumulent, puis en temps réel, je me suis jamais dit bon, OK, si je fais ce move là, est-ce que je vais rester plus, tu sais, non, c'est pas comme ça que ça se passe parce que pendant toutes ces années, on a toujours été occupés, on a toujours été dedans, tu sais, on a été des artisans, on a toujours ce feeling de on fait quelque chose pour la première fois, on amène une pierre à quelque chose qui n'existe pas, on bâtit quelque chose de fantastique. Fait que dans ce temps-là, tu calcules pas tant que ça en fait, et c'est comme ça que les années se sont accumulées, et puis que voilà, 20 ans plus tard, on est là. Quand tu regardes ce parcours-là, est-ce que il y a un jeu vidéo qui ressort? J'ai une bonne idée duquel, là, mais un jeu vidéo qui a peut-être été un point marquant pour Ubisoft Montréal? Écoute, il y en a au moins 2 en ce qui me concerne. Ouais. Le tout premier, en toute humilité, c'est d'avoir eu la chance de réunir une équipe et de faire Prince of Persia, The Sands of Time. Ça a été marquant parce que ça venait concrétiser pour le studio de Montréal, 1 an après Splinter Cell, que on était un studio capable de faire du AAA et d'être dans les ligues majeures. C'était un gros jeu à l'époque aussi sur PC, ça, Prince of Persia, là. Il y avait pas une capture, mais une copie de mouvement qui était, à mon avis, du jamais vu, là. Le personnage qui court, qui saute, c'était incroyable. Donc, il y avait des attentes. Oui, il y avait des attentes parce que, effectivement, comme tu le dis, en 1989, Jordan Mechner, sur Apple IIe, sort Prince of Persia et innove avec ce qu'on appelle de la rotoscopie, c'est-à-dire afin d'avoir un personnage extrêmement fluide dans ses mouvements, filme son frère faire toute la série de mouvements dont il a besoin dans le jeu et ensuite l'intègre dans le jeu en lui-même, et c'est là qu'on voit le personnage sauter de manière super fluide, avec en plus c'était assez intelligent dans le sens où les pantalons bouffants, tout ça faisait. Ouais. Et c'est arrivé à un moment où il y avait pas ça dans le jeu vidéo, donc c'était un breakthrough, donc ça a marqué les esprits. C'était d'un naturel troublant quand il atterrissait, quand il grimpait. Je me souviens très bien d'avoir vu ce jeu-là puis d'avoir été un peu. Il y avait comme une espèce. Autant les graphiques, on savait que c'était pas une vidéo, mais le mouvement nous donnait l'impression qu'on regardait de la vidéo. C'était fou, hein? Mais tu vois, tu touches du doigt ce que moi j'avais décelé au tout début, ce dont j'ai parlé il y a quelques minutes, c'est la puissance de ce médium-là. Pas tant dans la fidélité absolue de reproduire quelque chose de réaliste, mais d'aller frapper les mêmes zones du cerveau en recréant quelque chose de plausible et qui fait appel à l'imaginaire, parce que pour moi, sur le personnage de Prince of Persia, il y a 2 choses qui ont été fantastiques en termes de mouvement. Il y a bien évidemment la rotoscopie dont on vient de parler, mais il y a aussi il a été très intelligent, Jordan Mechner, quand il a fait ça. Il a fait son personnage, j'ai pas de bon terme en français, il l'a fait relatable. Ouais. Parce que si tu regardes bien, même en mouvement, il est assez presque maladroit. Ouais. Mais tu sais, quand il saute, là, n'importe quel être humain, là, qui fait jamais ça dans sa vie, là, tu sautes un précipice, là, tu te rattrapes, t'es comme wow, ou tu sais, quand t'approches près d'un précipice, t'es comme wow, et il a reproduit tous ces petits mouvements-là. Et ça changement de direction aussi, ça pourrait être toi, ça pourrait être moi. Les hésitations, les machins. Ouais. Alors oui, c'est fait de manière fluide, mais c'est surtout mimiquer des façons de bouger
qui existe chez tout le monde. Ouais. Et donc, paf, tu tapes l'imaginaire collectif. Ah, c'était fascinant. Deuxième jeu maintenant, donc Prince of Persia. Ok, voilà, deuxième jeu, évidemment, bon, ben avec la même équipe. Juste après, en fait, on a eu la chance d'obtenir la latitude de faire ce qui devait être au départ la version next gen de Prince of Persia, qui devait atterrir sur PS3 et la prochaine, enfin la suivante, les Xbox suivantes, et qui est devenue Assassin's Creed. Ouais. Ça a été un moment marquant pour nous, pour l'équipe, pour le studio, pour Ubisoft au complet aussi, parce que ça amenait la confirmation qu'on était capable de créer des vraies nouvelles IP, full-fledged, en amenant un nouveau genre, le monde ouvert, en révolutionnant des recettes, des façons de faire bien établies dans le genre action-aventure. On venait briser tout ça. Et je pense qu'on a aussi un petit peu marqué l'industrie, en toute humilité évidemment, mais ça a été un moment marquant. Ben, c'est effectivement une série dont il y a peu en tout cas de comparables. L'avenir de la console passe, on dirait maintenant, par l'absence de console. On a vu Ubisoft s'associer assez étroitement avec Google et Stadia. Est-ce que c'est vers ça qu'on s'en va? Est-ce que les consoles, ça va bientôt être du passé? Bah écoute, comme moi, tu sais ce que disent les manufacturiers. Xbox a parlé de la prochaine console. Sony est en train de parler de la PS5. On sait qu'il y a effectivement des nouveaux joueurs, des nouveaux gros joueurs dans l'industrie avec Google. Je pense que à l'avenir, on va voir des solutions qui mettront le joueur au centre de la préoccupation. Et donc, de plus en plus, toutes les barrières, toutes les frictions vont évidemment être appelées à s'effacer. Est-ce que avoir un hardware chez soi, c'est une friction? Je sais pas, ça dépend comment c'est fait, ça dépend comment c'est conçu. Mais quand on regarde ce qui se fait par exemple sur le mobile, on voit bien qu'il y a une grande tendance, et c'est vrai pas que dans le jeu vidéo, une grande tendance à de l'ergonomie, du frictionless, s'assurer qu'on ait immédiatement l'expérience. Donc la proposition de Google, elle me semble naturelle. Tout de suite et entier là. Tout de suite partout. Ouais. Et en entier, et comme on veut, et customisé pour chacun aussi. C'est une industrie de grands secrets, mais Ubisoft travaille sur quoi en ce moment? Quelle tendance, outre le monde des consoles, mais au niveau graphique, au niveau jouabilité, c'est quoi les tendances à venir sur lesquelles vous avez l'œil? Eh ben, alors, un peu dans cette veine-là de s'assurer que le joueur ait une expérience fluide, on vise à mettre beaucoup d'efforts sur l'accessibilité. Et quand je dis accessibilité, c'est dans le terme le plus large possible. C'est, oui, pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse jouer, mais surtout faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte dans l'expérience. Et ça a l'air de rien, mais avec le bagage que peuvent avoir certains studios comme le nôtre, il serait facile de tomber dans on fait des jeux pour des gamers. Mm-hmm. Donc un gamer, ça sait comment naviguer dans un menu, ça sait comment tout de suite équiper ouais, mais ça n'est plus seulement ces joueurs-là maintenant qui ont envie de jouer. C'est aussi beaucoup, monsieur et madame, tout le monde, le grand public. Et pour ces gens-là, il faut designer des expériences qui soient absolument pas rébarbatives du tout. Il faut des expériences extrêmement intuitives. Ça, c'est une grande tendance sur laquelle on travaille. La deuxième, c'est, comment dirais-je, le même principe, mais appliqué au support, c'est-à-dire par quelle plateforme les joueurs vont entrer dans l'expérience. Tu sais bien que on est un studio principalement versé dans le console et PC, mais on regarde aussi le mobile de plus en plus parce qu'on sait qu'il y a presque je ne sais pas combien de milliards de joueurs, ça se compte en milliards, les possesseurs en tout cas de mobile, et parmi ceux-là un grand pourcentage jouent, et on le dit depuis longtemps. Ça fait en sorte que le marché du jeu vidéo grandit. Là aussi, il y a des joueurs qui sont habitués à certaines façons de faire sur mobile,
La question est comment est-ce qu'on peut apporter nos propres expériences, nos propres expertises, nos franchises, nos mondes, nos univers pour ces gens-là sur cette plateforme-là. Donc, Ubisoft a vraiment des plans dans un avenir très rapproché de continuer de nous faire jouer. Est-ce que on pourrait toucher à d'autres domaines que le jeu vidéo? C'est une bonne question. Je te dirais que sur un plan plus Ubisoft at large, le groupe Ubisoft regarde déjà d'autres médiums en tant que tels, puisqu'on a avec la division UMP qui est gérée par le siège social à Paris, donc Ubisoft Motion Picture, des séries télé, des films qui sont en développement. On a aussi des partenariats avec pour tout ce qui est parc d'attractions notamment. Ce sont des choses qu'on regarde. Nous ici au Canada, nous sommes un studio de production de jeux, donc on se concentre vraiment sur le core business, notre métier cœur, donc la création de jeux vidéo. C'est ce qu'on fait. Et qui étonnamment sont parfois utilisés dans des cadres scolaires parce que vous êtes capable de sortir l'histoire d'un monde dans lequel les personnages avaient l'habitude d'évoluer. Tout à fait. C'est vrai ça fait 2-3 ans là, on est fiers de ce qu'on a fait avec le Discovery Tour. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire quelque chose et ça faisait longtemps qu'on se disait s'il y a bien une marque qui peut faire ça, c'est Assassin's Creed. Fait qu'on a laissé la latitude à l'équipe d'aller explorer qu'est-ce qui pouvait être fait. Évidemment, ça commence par enlever tout ce qui est gameplay de contraintes pour un public d'enfants dans un cadre d'apprentissage. Ça a bien répondu. On a fait des tests avec des écoles partenaires. Ça a très très bien répondu, dans le sens où, évidemment, ça ne vient pas remplacer le professeur, parce qu'on a fait des tests en fait. Le contenu livré par Discovery, les résultats sont les mêmes quand c'est soit avec le jeu ou soit avec le professeur, peut-être même un peu meilleur avec le professeur. Par contre, quand on combine les deux, là, il y a une rétention d'informations parce qu'il y a eu immersion. Et donc ça, c'est quelque chose effectivement qu'on regarde un petit peu au gré des projets qui s'y prêtent. Eh ben excellent. Ben merci beaucoup pour ton temps accordé, Yanis. On va se recroiser très certainement lors de d'autres lancements ou encore d'autres salons comme le E3. Avec plaisir, Mathieu. Merci. Merci à toi. C'était Quart d'heure techno avec Mathieu Roy. D'autres épisodes disponibles sur la balado de Quart d'heure techno.